Si ces objets disparaissaient demain, une grande partie de notre civilisation cesserait de fonctionner. Votre GPS, les avions qui traversent l'Atlantique, les marchés financiers, les armées modernes, tout repose sur quelques milliers d'objets qui tournent au-dessus de nos têtes. Des machines de plusieurs tonnes qui filent à 28 000 km/h autour de la Terre. Plus vite qu'une balle de fusil. Et certains pays ont déjà commencé à les attaquer. En 2021, la Russie a détruit l'un de ses propres satellites avec un missile. Résultat, plus de 1500 débris projetés en orbite. La Station spatiale internationale a dû effectuer des manœuvres d'urgence. Ce n'était pas un accident, c'était un message. Parce que là-haut, une nouvelle forme de guerre a déjà commencé. Une guerre invisible, une guerre silencieuse, une guerre pour le contrôle des satellites. Aujourd'hui, plus de 9000 satellites actifs orbitent autour de la Terre. La plupart se trouvent dans une région appelée orbite basse, ou LEO, entre 200 et 2000 km d'altitude. À cette distance, ils tournent autour de la planète toutes les 90 minutes. Ces machines assurent des fonctions vitales. GPS, prévision météo, Internet satellitaire, télécommunications, synchronisation des réseaux bancaires, observation militaire. Sans satellite, une grande partie de notre civilisation moderne cesse de fonctionner. Mais il y a un paradoxe. Plus on en lance pour sécuriser notre monde, plus l'orbite devient encombrée. Et plus elle est encombrée, plus elle devient fragile. Car chaque satellite est aussi une cible potentielle. Mais détruire un satellite n'est pas aussi simple que tirer un missile. La plupart des attaques commencent par quelque chose de beaucoup plus discret. La guerre des satellites ne commence pas par des explosions. Elle commence par quelque chose de beaucoup plus discret, les RPO. Rendez-vous et opérations de proximité. C'est lorsqu'un satellite modifie son orbite pour venir se placer à quelques mètres d'un autre satellite. Officiellement, pour l'inspecter. En réalité, les possibilités sont nombreuses. Intercepter ses communications, le brouiller, observer ses capteurs ou préparer un sabotage. Ces comportements ont été détectés par les radars de surveillance spatiale américains. Personne ne les annonce. Mais on voit les manœuvres. À ce stade, on pourrait penser que la guerre des satellites reste théorique. Mais en réalité, elle a déjà commencé. Ce type d'arme existe déjà. En novembre 2021, la Russie a réalisé un test anti-satellite en détruisant un ancien satellite soviétique. Le tir a généré plus de 1500 débris en orbite. C'était une démonstration. Les satellites peuvent être détruits. Mais toutes les attaques ne ressemblent pas à une explosion visible depuis la Terre. La plupart du temps, personne ne voit rien. Les satellites se rapprochent, ils changent d'orbite. Et les manœuvres commencent. Pourtant, certaines de ces approches ont déjà été observées. Depuis 2014, certains satellites russes, appelés Luke Olympe, se sont approchés de satellites de télécommunications occidentaux. Leur positionnement suggère un objectif probable. Intercepter les communications entre le satellite et la station au sol. Impossible à prouver officiellement, mais impossible à ignorer. En 2021, la Chine lance un satellite appelé Shijian 21. Sa mission officielle, nettoyer l'orbite. Il s'approche d'un vieux satellite météo, le capture et le pousse vers une orbite cimetière. Une démonstration technique impressionnante. Mais cela révèle aussi une réalité. Tout satellite capable de déplacer un débris peut aussi déplacer un satellite ennemi. Les 3 armes du sabotage orbital. 3 méthodes dominent aujourd'hui. 1. L'aveuglement, des lasers de faible puissance capables de saturer les capteurs optiques des satellites espions, sans explosion, sans débris, juste un satellite devenu aveugle. 2. Le brouillage. Saturer les fréquences radio pour empêcher un satellite de communiquer avec la Terre. 3. L'espionnage orbital, se placer entre un satellite et sa station au sol pour intercepter ses données. Une écoute clandestine, mais dans l'espace. Jusqu'ici, on parle surtout d'opérations discrètes entre satellites. Mais en 2022, la guerre spatiale est devenue très concrète. Et elle a impliqué quelque chose d'inattendu, un réseau de satellites civils. L'invasion de l'Ukraine en 2022 a marqué un tournant. Très vite, les communications du pays ont été en partie assurées par Starlink, un réseau de satellites créé par SpaceX. Ces satellites ont permis la coordination militaire, le pilotage de drones, la transmission sécurisée d'informations. Une infrastructure civile privée est soudain devenue un élément clé d'un conflit militaire. La Russie a immédiatement tenté de brouiller les terminaux Starlink et a menacé de détruire les satellites. Car en droit international, un principe existe. Un bien civil qui contribue directement à une action militaire peut devenir une cible légitime. Pour la première fois dans l'histoire,
une méga constellation privée entrait dans cette catégorie. Mais l'histoire devient encore plus étrange, parce qu'à un moment précis du conflit, une seule personne a pris une décision stratégique qui a affecté toute une opération militaire. Cette personne n'était pas un général. Ce n'était pas un président. C'était le dirigeant d'une entreprise privée. En octobre 2022, Elon Musk décide de ne pas activer Starlink au-dessus de la Crimée. Il explique vouloir éviter une escalade nucléaire, une décision stratégique majeure, prise par un chef d'entreprise privée. Une nouvelle réalité apparaît. Celui qui contrôle l'orbite peut influencer les conflits terrestres. Mais paradoxalement, la plus grande menace pour les satellites n'est peut-être pas la guerre. Elle pourrait venir d'un simple accident. Pour comprendre pourquoi, il faut parler du syndrome de Kessler. Pour comprendre le problème qui arrive, imaginez une autoroute, 12 voies, pas de marquage, pas de radar, pas de code de la route commun. Des milliers de voitures roulent à pleine vitesse. Certaines sont en panne, arrêtées en pleine voie. Chaque semaine, des centaines de nouvelles voitures arrivent. C'est l'orbite terrestre basse aujourd'hui, et quand deux objets s'y percutent, les débris ne tombent pas. Ils restent sur l'autoroute pendant des décennies. Mais la guerre n'est peut-être même pas le plus grand danger pour les satellites. Maintenant, imaginez un instant le scénario suivant. Deux satellites entrent en collision au-dessus de la Terre. L'impact crée des milliers de débris. Ces débris frappent d'autres satellites, qui produisent encore plus de débris. Et la réaction en chaîne ne s'arrête jamais. Ce scénario porte un nom, le syndrome de Kessler. En 1978, un ingénieur de la NASA nommé Donald Kessler a modélisé ce risque. Son idée est simple. Au-delà d'un certain seuil de densité orbitale, les collisions peuvent s'auto-entretenir et multiplier les débris. Pendant longtemps, cela restait une hypothèse théorique. Puis, en 2009, deux satellites, Iridium 33 et Cosmos 2251, entrent en collision au-dessus de la Sibérie. L'impact génère plus de 2000 débris catalogués et des milliers d'autres trop petits pour être suivis. Le scénario de Kessler n'était plus une simple théorie. Et pour comprendre pourquoi ces collisions sont si destructrices, il faut regarder la physique. Un débris de 10 cm à vitesse orbitale possède l'énergie d'une explosion de TNT. Cela signifie qu'un simple boulon peut détruire un satellite de plusieurs centaines de millions d'euros. Et il existe des millions de débris invisibles plus petits qu'1 centimètre. Si une cascade de collisions commence en orbite basse, lancer de nouveaux satellites deviendrait extrêmement dangereux. Conséquences possibles, plus de GPS, plus de météo satellitaire, plus de communication orbitale, et plus aucune mission vers la Lune ou Mars. L'humanité serait enfermée sur Terre par ses propres débris. Si ce scénario est possible, une question devient évidente. Peut-on nettoyer l'orbite ? Des solutions existent. Elles s'appellent ADR, Active Debris Removal. Certaines technologies testées, filets, harpons, bras robotiques, remorqueurs spatiaux. L'ESA prépare une mission appelée Clear Space One, prévue pour 2026. Objectif, capturer un débris et le désorbiter. Mais cette solution révèle un problème inattendu. Un bras robotique, capable de capturer un débris, peut aussi capturer un satellite militaire. Un harpon capable de désorbiter une épave peut aussi désorbiter un satellite stratégique. Les technologies de nettoyage spatial sont physiquement identiques à des armes anti-satellites. C'est ce qu'on appelle le dual use. Résultat, chaque pays voit les nettoyeurs de l'autre comme des armes déguisées. Et les négociations bloquent. Pendant ce temps, les débris continuent de s'accumuler. Mais ces technologies révèlent un problème beaucoup plus profond. On a colonisé l'orbite terrestre comme on a colonisé les océans, sans penser au bien commun. Aujourd'hui, toute notre civilisation dépend d'une infrastructure fragile, placée dans un environnement sans règles solides. Il existe des traités pour les armes nucléaires, les armes chimiques, l'Antarctique, mais aucun traité contraignant n'interdit les armes anti-satellites. Les règles actuelles datent de 1967, à une époque où seuls 2 pays allaient dans l'espace. Aujourd'hui, ils sont des dizaines, et l'autoroute orbitale continue de se remplir. La vraie question n'est peut-être pas comment nettoyer l'espace, mais plutôt pourquoi avons-nous construit la structure la plus critique de la civilisation moderne ? L'humanité dépend aujourd'hui de cette infrastructure invisible qui tourne au-dessus de nos têtes et dont personne ne protège vraiment l'orbite. Pensez-vous que l'espace devrait être protégé par un traité international, comme les océans ou l'Antarctique ? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.